Au cours des 4 dernières années, j'ai généré plus de 700 000 euros de bénéfices sur Internet. Mais avant d'en arriver là, j'ai d'abord échoué lamentablement et à plusieurs reprises. En effet, il est rare de connaître le succès du jour au lendemain et il faut en général travailler pendant des années pour connaître le succès du jour au lendemain. Après avoir tout testé à mes débuts, dropshipping, trading, SMMA et j'en passe, j'ai fini par comprendre ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Et à partir de ce moment-là, j'ai décollé. Dans cette vidéo, je vais vous partager le fruit de toutes ces années d'expérimentation et des erreurs que j'ai commises et qui m'ont permis de finir par réussir pour que vous vous économisiez tout le temps et tout l'argent que j'ai perdu. En la visionnant jusqu'au bout, vous saurez exactement comment choisir le meilleur business sur Internet en 2025 et pourquoi, grâce à quelque chose dont personne ne parle, les riches deviennent de plus en plus riches alors qu'il n'a jamais été aussi facile de devenir riche aussi pour vous. Alors au sommaire de cette vidéo, on va vouloir voir 4 grands points. D'abord, les fondamentaux. Considérez ça comme le ciment qui va former la base de tout ce qu'on va voir après. Ensuite, on va expliquer ce qu'est la définition d'un business rentable. Parce qu'un business, tout le monde va en créer un. Aujourd'hui, c'est à la mode d'être entrepreneur, mais est-ce que vous savez vraiment ce que c'est? Ensuite, je vais vous expliquer comment choisir le meilleur business. Et puis enfin, vous donner ce que je considère comme étant le meilleur business en 2025, en 2026 et probablement dans les années à venir. Alors tout d'abord, pour mieux comprendre le business et l'économie, parlons chiffres. Alors je vous promets, ce sera pas chiant et ça va être très rapide. Savez-vous combien il y a de millionnaires dans le monde? Je vous pose la question, est-ce que pour vous c'est 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions, 100 millions? Eh bien en vérité, il y a environ 62 millions de millionnaires au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire environ 1% de la population mondiale des 18-65. Voilà, des personnes âgées de 18 à 65 ans. C'est pas moi qui le dis, vous avez la source et pour toutes les données, les chiffres, les statistiques, je partagerai les études. Ici, en l'occurrence, c'est Monizine. Savez-vous combien de ces 62 millions de millionnaires sont en Occident? C'est-à-dire plutôt dans la partie ouest du monde, l'Europe, les États-Unis. Eh bien, au total, on en retrouve plus de 50 millions, 52,5 millions précisément. C'est plus de 90% des millionnaires du monde, ce qui représente 10% de la population d'Occident âgée de 18 à 65 ans. Ce qui signifie en d'autres termes que nous avons une personne sur 10 millionnaires en Occident. Oui, 10% des gens d'Occident âgés de 18 à 65 ans sont millionnaires. Alors je précise, quand on parle de millionnaires, c'est des personnes qui ont au moins 1 million d'euros de patrimoine. Voilà, ils ont au moins 1 million d'euros de valeur, que ce soit avec leurs biens immobiliers, leur activité, leur société, etc., etc. Maintenant, savez-vous combien de ces millionnaires sont ou ont été issus de la classe moyenne? Alors quand je dis la classe moyenne, ça peut être en dessous, mais en tout cas qui ne sont pas issus d'une classe au-dessus de la classe moyenne. Eh bien ici, on parle de plus de 80% de ces gens qui sont issus de la classe moyenne ou d'une classe inférieure. En effet, comparativement à ce qu'on pourrait penser, la majeure partie des millionnaires ne sont pas héritiers. La France est l'un des rares pays où une grande partie des fortunes et des super fortunes, des multimillionnaires et des milliardaires sont issus de familles d'héritiers, notamment Hermès ou encore la famille Arnault avec LVMH. Sinon, dans l'Occident en général, la majeure partie des millionnaires sont des self-made men issus de la classe moyenne ou inférieure. Enfin, sur ces 62 millions de millionnaires dans le monde, dont plus de 80-90% sont issus d'Occident, desquels on sait que plus de 80% sont issus de la classe moyenne, savez-vous combien de ces millionnaires le sont devenus grâce au business, grâce à l'entrepreneuriat? Eh bien ici, ça va peut-être vous étonner, mais on parle à nouveau de plus de 80% de personnes millionnaires qui le sont devenus grâce au business et à l'entrepreneuriat. Alors ce qu'il faut retenir par rapport à ça et en résumé, c'est qu'une personne sur 10 âgée de 18 à 65 ans est millionnaire en Occident. C'est probablement beaucoup plus que ce que vous pensiez. Mais en plus, environ 80% de ces personnes ne sont pas héritières, chanceuses ou issues d'un milieu aisé et ont construit leur fortune seules, non pas en gagnant au loto, mais grâce au business et à l'entrepreneuriat. En d'autres termes, l'argent est une ressource qui est des plus abondantes sur Terre, si bien que plus de 50 millions de millionnaires issus
d'Occident ont réussi pour 80% d'entre eux à le devenir en étant issus de la classe moyenne ou inférieure. Alors maintenant qu'on a cassé le mythe sur le fait de savoir que c'était pas si difficile que ça de devenir millionnaire, en particulier quand on était issu d'Occident, même si on provient d'une classe moyenne ou inférieure, par quoi cela s'explique concrètement? Eh bien, il y a plusieurs choses. D'abord, la population. Nous sommes de plus en plus nombreux à produire, mais aussi à consommer. Les millionnaires sont ceux qui se trouvent bien évidemment du bon côté, c'est-à-dire pas celui des consommateurs, mais de celui des producteurs. 2. La mondialisation. Nous avons permis le libre-échange de plus en plus de marchandises, de capitaux et de services, notamment grâce à Internet. Également, on peut parler du crédit et de la dette, qui depuis la décorrélation de l'étalon or au dollar en 1971, a permis aux banques centrales de créer artificiellement et massivement de l'argent qui n'a eu cesse d'être injecté et réinjecté dans l'économie mondiale, produisant toujours plus de valeur. Les crypto-monnaies également, avec l'avènement de ces nouveaux actifs décentralisés comme le Bitcoin, de nouvelles monnaies ont été créées, agrandissant la taille de l'économie. Mais enfin, et c'est ce qui va nous intéresser, l'entrepreneuriat. Grâce à l'innovation des entrepreneurs, de nouvelles industries et technologies sont nées et ont explosé au cours des dernières années. Internet, les réseaux sociaux ou encore l'intelligence artificielle contribuant à l'expansion du marché via toutes ces solutions ayant apporté de la valeur dans la vie des gens au quotidien. Donc maintenant qu'on sait que l'entrepreneuriat, c'est-à-dire le fait de créer une entreprise, est statistiquement le meilleur moyen prouvé pour vous de devenir millionnaire rapidement. L'âge moyen auquel on devient millionnaire aujourd'hui d'après les études est de 37 ans. Je précise que ces études ont quelques années. Avec toutes les opportunités auxquelles on a accès aujourd'hui, je pense que cet âge a probablement dû baisser. Et simplement aussi, les deux questions à se poser pour bien comprendre de quoi on parle, c'est pourquoi l'entrepreneuriat est statistiquement le meilleur moyen pour vous de devenir potentiellement millionnaire, et puis comment l'entrepreneuriat peut potentiellement vous permettre de devenir millionnaire, ou en tout cas au moins de vous enrichir. Mais avant, nous avons maintenant terminé les fondamentaux. C'est quoi concrètement la définition d'un business? C'est quoi une entreprise? Alors, ce que j'aime à dire, c'est qu'une entreprise, c'est une entité qui résout des problèmes en vendant des solutions sous forme de produits ou de services. L'entité, l'entreprise, c'est le véhicule. Et en fonction du véhicule que vous avez, comme vous le verrez, forcément vous serez plus ou moins rapide. Qui résout des problèmes? Les problèmes que vous allez choisir de résoudre seront la route, l'itinéraire en quelque sorte de votre aventure entrepreneuriale. En vendant, parce que bien sûr, il ne s'agit pas ici de créer une organisation à but non lucratif, on parle de créer une entreprise, un business, le but c'est gagner de l'argent, pour ça il faut vendre des choses et le carburant qui va permettre à votre véhicule d'avancer, c'est l'argent. Et ce qu'on vend avant de vendre des produits ou des services, c'est des solutions. Les solutions, c'est littéralement le cœur, le moteur de votre entité, de votre entreprise, de votre véhicule. Et c'est sous forme de produits ou de services que vous allez le faire. Ne voyez donc pas les produits et les services comme le moteur, voyez-les plutôt comme l'accélérateur. La pédale sur laquelle vous allez devoir appuyer et qui, si vous n'appuyez pas dessus, ne vous permettra pas, même avec le bon moteur, d'aller aussi vite et aussi loin que ce que vous aimeriez. C'est la raison pour laquelle certains, en n'ayant pas forcément choisi le bon véhicule, le bon moteur ou la bonne itinéraire, ont beau appuyer sur la pédale d'accélérateur à fond et n'avancent pas, là où d'autres qui ont choisi le bon véhicule, la bonne route ou le bon moteur n'ont qu'à effleurer la pédale d'accélérateur pour aller très vite, très loin. Maintenant, pour passer au travers de chacune des composantes qui constituent un business une à une, commençons par le véhicule. Aujourd'hui, il existe 3 grands types de véhicules et donc de business que vous pouvez lancer. Le premier, c'est un business physique. Ça va être une entreprise traditionnelle, en dur, avec un emplacement physique, local. Digital, une entreprise opérant principalement ou exclusivement sur Internet. Et enfin, une start-up. Ici, on parle d'un type d'entreprise un peu à part qui va être axé sur l'innovation avec un fort potentiel de croissance, qu'il soit dans le physique ou dans le digital. Ensuite vient la route. Alors la route, ça va être le type de client auquel vous allez pouvoir vous adresser. Le marché, la niche, le segment. On a 3 grands types de clients. B2C, c'est l'idée de vous adresser à des consumers, soit des particuliers. B2B, c'est l'idée de s'adresser à des business, soit des professionnels. Et enfin, B2G, c'est l'idée de s'adresser à des gouvernements. Ensuite vient le moteur. Et alors, comme je l'ai déjà partagé à plusieurs reprises dans plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube, il existe depuis la nuit des temps et existera jusqu'à la fin des temps 3 grands moteurs sur lesquels vous pouvez capitaliser pour solutionner des problématiques que les gens vont avoir dans leur vie. Le premier, c'est la santé. C'est tout ce qui touche à la santé mentale, physique et à la beauté.
Le second, c'est le social. Tout ce qui touche au social, au statut, à la hiérarchie, qui peut permettre aux gens de s'élever, de devenir meilleurs, de gagner confiance en eux ou encore de se faire des amis ou des amours, ça rapporte beaucoup d'argent. Et enfin, on a l'argent. Tout ce qui touche au confort et à la liberté et qui peut permettre aux gens de gagner plus d'argent, d'en économiser ou d'en faire en travaillant moins, ça marche aussi. Après, nous avons donc l'accélérateur, que vous choisissiez un business physique ou digital, par la vente de produits. Donc pour un business physique, on parle de produits physiques, ça peut être par exemple un mug, là où dans le digital, on va parler plutôt d'un infoproduit, d'un produit digital, par exemple un PDF. De services, dans le monde physique, ça va être par exemple de vendre des services de jardinage ou de nettoyage, là où dans le monde digital, ça va être par exemple créer un site web ou faire de la publicité. Ensuite, on a les accès. Alors dans le monde physique, ça peut être par exemple un accès à une salle de sport, là où dans le digital, ça peut être un accès à une communauté privée, à un club en ligne. Ensuite, vous pouvez vendre de l'attention. Dans le monde physique, ça peut se traduire par exemple par une grande pancarte publicitaire, là où dans le monde digital, ça peut être le fait de vendre de la publicité, comme le font les grandes régies type Meta Ads. Ensuite, vous avez la possibilité de vendre du risque. Alors dans le monde physique, on peut parler des compagnies d'assurance qui vendent une assurance contre le risque que vous puissiez par exemple vous blesser. Et dans le monde digital, on pourrait par exemple parler des plateformes de lendfunding, de prêts et d'emprunts qui peuvent par exemple vous permettre d'investir dans des biens immobiliers sur des plateformes de financement participatif où en donnant un petit peu d'argent avec plein d'autres gens, vous prêtez à quelqu'un qui va investir dans un bien immobilier en locatif qui pourrait vous rapporter des intérêts non pas sur les rentes des loyers de ce bien, mais sur le risque qu'a pris celui à qui vous avez prêté de l'argent et qui vous le rembourse tous les mois avec des intérêts. Également, on peut vendre, s'il faut que ça puisse paraître, de l'argent. Dans le monde physique, c'est ce que font les banques. Et dans le monde digital, c'est par exemple ce que font les échangeurs, les exchanges décentralisés, notamment dans le monde de la crypto-monnaie. Et enfin, on peut parler d'IP, donc de propriété intellectuelle. Dans le monde physique, ça pourrait être de détenir une œuvre d'art, par exemple. Et dans le monde digital, ça peut être de détenir les droits d'un artiste ou des musiques d'un artiste, ce qu'on appelle aussi le copyright. Maintenant, de toutes les composantes d'une entreprise, d'un business que je viens de vous énoncer, d'après vous, laquelle est la plus importante? Est-ce que c'est le véhicule? Est-ce que c'est la route? Est-ce que c'est le moteur? Ou encore est-ce que c'est l'accélérateur? Eh bien, en réalité, ce n'est rien de tout ça. La composante la plus importante d'une entreprise, c'est le pilote. Parce qu'en effet, même avec le meilleur véhicule, le meilleur moteur, la meilleure route, et en accélérant de toutes vos forces, si vous n'êtes pas bon pilote, vous ne réussirez pas. Aujourd'hui, j'aime à dire qu'il existe 3 types de pilotes ou 3 types d'entrepreneurs dans le business. Les artistes qui vont privilégier la passion au profit de l'argent et faire ce qu'ils adorent faire à tout prix, quitte à ne pas gagner énormément. L'ingénieur qui va plutôt privilégier l'argent au profit de la passion, préférant construire quelque chose qui va créer de la valeur, qui va pouvoir croître plutôt que quelque chose qui le passionne. En vérité, ils sont animés d'une certaine façon par une passion, non pas de l'argent, mais de la croissance, et ne sont pas forcément attirés autant que ce que l'on peut penser par l'argent en tant que tel, mais plutôt par le fait de construire des choses qui vont pouvoir rapporter. Et enfin, on a l'hybride. C'est aujourd'hui la catégorie d'entrepreneurs à laquelle j'estime faire partie, qui va privilégier un équilibre entre la passion et l'argent, sans mettre forcément de limite à ses ambitions de croissance, mais en se mettant quand même toujours un point d'honneur à l'idée de faire quelque chose qu'il aime, qui lui plaît et qui lui donne une raison de se lever le matin au-delà de l'argent. Vous connaissez donc maintenant la définition d'un business, mais est-ce que vous vous rappelez les 2 questions à se poser pour bien comprendre de quoi on parle? Je vous l'ai dit et je vous ai dit qu'on y reviendrait. C'est pourquoi l'entrepreneuriat est ce qui marche le mieux aujourd'hui pour devenir millionnaire statistiquement et comment réussir dans l'entrepreneuriat. Alors on va d'abord parler du pourquoi. Pourquoi existe-t-il des gens qui aujourd'hui, comme Bernard Arnault, jusqu'à récemment l'homme le plus riche du monde, il est peut-être même encore au moment où j'enregistre cette vidéo, Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, Warren Buffett, l'une des plus grosses fortunes du monde, premier actionnaire d'Apple, il détient plus de Apple que le CEO, le président directeur général de Apple lui-même, ou encore MrBeast, l'un des plus jeunes milliardaires au monde, entre autres grâce à YouTube, ont réussi à construire des fortunes en l'espace d'une vie que la majeure partie des gens de la planète cumulés, en millions voire en milliards de personnes, ne construiront jamais durant l'entièreté de leur existence et même dans 100 vies s'ils en avaient. Eh bien, il y a une seule et unique réponse à cette question, c'est parce qu'ils ont un immense levier. Ils ont un immense leverage. Le leverage, c'est vos outputs divisés par vos inputs. Alors, je m'explique parce qu'à ce stade, vous ne devez pas comprendre grand-chose. C'est extrêmement simple. Les inputs
que vous allez donner dans le business correspondent au volume, en l'occurrence de temps, que vous allez passer à travailler. Plus vous travaillez, plus vous donnez d'input. Donc une input, ça peut être par exemple le volume d'heures que vous dépensez à travailler dans votre activité. L'output, c'est ce qui va en ressortir, mais pas juste basé sur l'input, c'est-à-dire le temps de travail que vous allez passer, mais basé aussi sur le levier, le leverage que vous allez utiliser pour travailler. L'output correspond donc au volume d'input multiplié par le levier. Laissez-moi vous donner quelques exemples pour que vous puissiez comprendre. Premier exemple, admettons, vous passez 1 heure de votre temps, donc on parle d'input, 1 heure d'input à faire des appels de vente, des sales calls. Eh bien, l'output pourrait être que vous ressortiez avec une vente. Ici, l'input, c'est 1 heure de temps, le levier, c'est les appels de vente, et l'output, c'est une vente. Maintenant, admettons, à input égal, toujours pour 1 heure de temps de travail, vous ne faites plus les sales calls vous-même, mais vous engagez une équipe de 3 closers. 3 personnes qui vont faire des appels de vente à votre place. Eh bien, à input égal, on a démultiplié le levier par 3, qui n'est plus juste vous, mais une équipe de 3 personnes, et on a réussi potentiellement à en ressortir 3 ventes. Même input, différents leviers, différents outputs. Dernier exemple, si vous avez une équipe de 30 personnes qui fait des appels de vente pour vous, à input égal, en 1 heure, ils vont potentiellement vous permettre de gagner 30 ventes au lieu d'une. Comme vous pouvez le constater, l'idée c'est pas juste de travailler dur ou de travailler beaucoup, l'idée c'est de travailler intelligemment. Comment? En utilisant le levier. Et si beaucoup d'entrepreneurs échouent ou plafonnent aujourd'hui, je pense malheureusement à nos amis artisans ou agriculteurs, c'est parce qu'ils capitalisent trop ici sur l'input, sur le labeur, sur le travail et le temps passé à la tâche, mais pas assez ici sur le levier qu'ils vont employer, le système, la méthode, la stratégie qui va leur permettre potentiellement de démultiplier leur output, leurs résultats, sans forcément avoir eu besoin de travailler plus dur ou plus longtemps. Voilà pourquoi avec leur entreprise, certains jeunes entrepreneurs ont gagné plus en quelques mois que la plupart en toute une vie. Le secret ne se trouve pas dans le fait de travailler dur. Comme je l'ai dit, le secret se trouve dans le fait de travailler intelligemment. Pour ça, il faut utiliser tous les leverages à votre disposition, mais pour utiliser tous les leverages, faut-il encore les connaître? Et aujourd'hui, il existe 4 grands types de leverage que vous pouvez utiliser pour démultiplier vos inputs afin donc de démultiplier vos outputs. Le premier, c'est le labeur, le travail, le fait de prendre de votre temps et de le mettre à la tâche pour obtenir des résultats. Vous pouvez aussi mettre des gens à la tâche. Dans l'exemple que j'ai donné, c'est ce dont il s'agit. En employant des gens pour faire le travail à votre place, vous capitalisez sur le levier du labeur et c'est ce qui peut vous permettre de gagner plus sans forcément avoir besoin de travailler plus. Mais également, nous avons le levier du code. Le levier du code, c'est l'idée de faire travailler tout ce qui va toucher au digital, de loin ou de près, sans forcément avoir besoin de coder ou d'être codeur, en faisant levier par exemple sur une boutique en ligne qui vous permettrait en tournant 24/7 de faire des ventes alors même que vous n'avez pas besoin de travailler puisqu'elle vous permettrait de gagner de l'argent pendant votre sommeil si quelqu'un se rendait dessus et achetait. Il y a également le levier du média qui peut vous permettre, en créant par exemple du contenu sur une plateforme comme YouTube, de pouvoir potentiellement gagner de l'argent avec cette vidéo jusqu'à la fin de votre vie, alors que vous n'avez eu besoin de ne la créer qu'une seule fois. Et enfin, on a le levier du capital qui va consister ni plus ni moins qu'à investir et injecter de l'argent dans des choses qui peuvent en rapporter. C'est le cas notamment dans l'immobilier ou dans les actions en bourse, par exemple, en faisant levier sur son argent pour en gagner davantage sans forcément avoir besoin de travailler. C'est donc comme ça que se sont construits et ont fructifié les fortunes de ces 4 grandes personnalités que je citais précédemment. Bernard Arnault principalement avec le labeur, en ayant beaucoup de business physique, notamment dans les domaines
du luxe. Il a aujourd'hui une masse salariale de plusieurs dizaines de milliers d'humains qui travaillent pour lui à travers le monde. Là où Jeff Bezos, même s'il a beaucoup d'humains, il travaille aussi beaucoup avec le code. C'est tout le principe de la marketplace Amazon qui aujourd'hui permet à Jeff Bezos de gagner de l'argent sans forcément avoir besoin de travailler pendant son sommeil parce qu'elle tourne 24/7 dans des dizaines de pays du monde grâce à Internet. Également Warren Buffett avec le capital qui, comme je l'ai dit précédemment, est le premier investisseur de l'action de la marque Apple. Il détient aujourd'hui plus d'actions Apple que le PDG lui-même, lui permettant de générer des rentes, des intérêts et des dividendes chaque année sans avoir besoin de travailler, mais en faisant travailler son argent à sa place. Et puis enfin, on retrouve MrBeast qui, grâce aux médias, et en l'occurrence à la création de contenu vidéo sur YouTube, a pu créer un empire qui aujourd'hui, avec la monétisation via les publicités, lui permet de gagner de l'argent tous les jours via toutes les vidéos qu'il a créées sans forcément qu'il ait besoin de retravailler et de les recréer à nouveau. Vous savez donc maintenant pourquoi l'entrepreneuriat, c'est-à-dire le fait de créer une entreprise, est statistiquement le meilleur moyen pour vous de devenir millionnaire rapidement et simplement grâce au levier. Maintenant, comment on fait ça concrètement? C'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Et avant de vous expliquer comment, je pense que c'est intéressant de vous expliquer ce qui se passerait si vous ne le faites pas. Quels sont les risques si vous ne choisissez pas le bon business? Eh bien, si vous avez un mauvais véhicule pour commencer, c'est-à-dire un mauvais modèle économique, vous n'aurez pas assez de leverage. C'est le cas, je reprends l'exemple des artisans. Aujourd'hui, ils ont un business qui a peut-être une demande, qui leur permet peut-être de gagner de l'argent parce qu'il y a des gens qui en ont besoin, mais le véhicule n'est pas bon parce qu'il y a très peu de leviers. Ils doivent travailler eux-mêmes ou alors recruter. C'est difficile de recruter, de trouver des gens qui ont cette expertise et la volonté de travailler dur dehors dans un métier manuel pendant des années. Donc, ce manque de levier rend difficile la possibilité de gagner énormément d'argent avec, sans forcément avoir besoin de beaucoup travailler. La mauvaise route. Si vous choisissez la mauvaise route, c'est-à-dire le mauvais problème à solutionner, en fait, il n'y aura potentiellement pas assez de clients, voire pas de clients du tout. Le business, comme je le disais précédemment, avant tout, c'est l'idée de solutionner un problème. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de business. Le mauvais moteur, donc vous choisissez le bon problème, mais vous n'y apportez pas la bonne solution. Dans ces cas-là, vous allez peut-être réussir à convaincre des gens, mais si la solution n'est pas bonne, soit ces gens ne rachèteront pas, soit ils rachèteront, mais vous ne gagnerez pas assez d'argent parce que votre solution n'est pas assez bonne, n'est pas assez rentable. Le mauvais accélérateur, c'est l'idée de ne pas avoir le bon produit ou le bon service. Ici, le risque que vous prenez, c'est de ne pas faire assez de ventes. Vous résolvez peut-être un problème, mais si vous ne le résolvez pas de la bonne façon, les gens ne voudront pas forcément l'acheter ou l'acheter assez. Et puis enfin, le mauvais pilote, c'est-à-dire la mauvaise personne sur le mauvais business. Il n'y aura pas assez de génie, il n'y aura pas assez de passion, il n'y aura pas assez d'alignement entre l'entreprise et l'entrepreneur, et à cause de ça, cela ne marchera pas. Pour savoir comment choisir le meilleur business, je vais donc vous partager les 3 concepts clés que je considère comme étant les seuls et les meilleurs dont vous avez besoin pour pouvoir réussir, quelle que soit votre situation. Le premier concept, je l'ai nommé la pyramide du succès. Cette pyramide du succès a 2 faces, interne et externe, sur lesquelles je reviendrai dans un instant. Le socle de cette pyramide, c'est la passion. Selon moi, tout part de là. C'est pas l'idée de vous dire que vous devez absolument être passionné d'un sujet en particulier que vous voulez monétiser et autour duquel vous voulez entreprendre. C'est plutôt l'idée de vous dire que si vous détestez ce que vous faites, ça ne marchera pas. Donc, quitte à faire quelque chose, au vu de toutes les possibilités et les opportunités qu'on a aujourd'hui en 2025, faites quelque chose que vous aimez et qui vous intéresse un minimum, quitte à ce que cela ne vous passionne pas. Une bonne entreprise, c'est avant tout un bon entrepreneur, et comme je le disais précédemment, s'il n'y a pas un alignement entre vous en tant qu'entrepreneur et l'entreprise que vous voulez créer, parce que vous n'êtes pas intéressé ou passionné de ce que vous faites, ça va être très compliqué d'y arriver. Rappelez-vous avant tout que tout part de vous et de rien d'autre. Ensuite, à un certain niveau vient la vocation. Une fois que vous savez ce que vous aimez, vous finissez potentiellement par devenir bon là-dedans. Suffisamment bon pour pouvoir en faire votre profession. Et partant simplement d'un intérêt, d'une passion, ou juste d'un attrait pour un sujet que vous avez étudié jusqu'à finalement pouvoir devenir bon avec, eh bien vous allez pouvoir le transformer en profession et donc en argent, en le monétisant. Le niveau d'après, c'est la vision. Quand vous avez passé le step de l'indépendance, que vous commencez à gagner suffisamment d'argent, eh bien vous vous projetez, chose qui est difficile à faire quand on part de zéro, et vous commencez à cultiver une vision sur l'avenir à long terme, réussissant à voir ce que vous pourriez faire, ce que vous aimeriez faire ou ce que vous n'aimeriez pas faire. Cette vision vient généralement avec une mission, une quête, un but que vous avez au-delà de vous-même
parfois qui peut transcender ce que vous avez créé, vous dépasser, même après votre vivant. Et quand vous atteignez ce niveau, vous atteignez ce que j'aime appeler le point G du business, c'est-à-dire le niveau ultime de la réussite. Ce qui m'amène au deuxième concept clé, les 10 commandements. Alors, je vous le dis, voyez ces 10 commandements comme une checklist de 10 choses obligatoires que vous devez respecter et observer avant de choisir un business. Le premier commandement, c'est le commandement du besoin. Votre business doit répondre à un besoin qui soit profond et douloureux. S'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution à apporter. S'il n'y a pas de solution à apporter, il n'y a pas de business à créer. Tout part du besoin. Ensuite, il y a le commandement de l'argent. Si vous êtes débutant et que vous partez de zéro, en particulier, vous n'avez probablement pas beaucoup d'argent, ce business doit vous en rapporter plus qu'il ne vous en coûte. Il y a des modèles qui sont très coûteux, c'est pas forcément adapté si vous partez de zéro, là où d'autres le sont moins. Et c'est vers cela que vous voudrez vous tourner. Ensuite, on a le commandement de la valeur. Votre business ne doit pas juste répondre à un besoin, il doit apporter une valeur immense sur son marché. Résoudre un problème profond avec une solution forte que les gens désirent acheter. Pour ça, n'essayez pas de réinventer complètement la roue en essayant de trouver une idée de génie, chose que beaucoup de débutants pensent qu'il est nécessaire de faire pour réussir. Observez plutôt ce qui a déjà marché et essayez simplement de le dupliquer en l'adaptant à vous, à votre façon de faire, à votre philosophie. Et je vous garantis que ce sera beaucoup plus facile comme ça, en n'essayant pas de réinventer la roue, en faisant quelque chose qui marche déjà, mais en le faisant peut-être un petit peu mieux ou un petit peu différemment, plutôt qu'en partant complètement de zéro et en essayant de créer une innovation alors qu'on ne sait absolument pas si ça va marcher. Quatrième commandement, le commandement de l'espace. Ce commandement veut que votre business doit transcender la dépendance de l'espace. Si vous voulez vraiment réussir à un niveau élevé, votre business ne doit pas être corrélé à un endroit. Il doit pouvoir transcender l'espace, la géographie et potentiellement adresser des gens sur un pays tout entier, un continent tout entier, voire la Terre tout entière. Ce qui m'amène au commandement du temps, qui doit transcender la dépendance au temps. Si vous avez besoin, comme un artisan, je le citais précédemment, de dépenser absolument votre temps pour gagner de l'argent, c'est probablement pas un bon business. Vous devez pouvoir mettre en place des leviers qui vous permettent à un moment donné de transcender la dépendance du temps, vous permettant de gagner de l'argent sans forcément avoir à en dépenser. Puis on a le commandement de l'échelle, lié au commandement de l'espace et du temps, qui dit que votre business doit pouvoir impacter un grand nombre de personnes. En d'autres termes, votre business doit solutionner un problème que beaucoup de gens ont. Si vous vous adressez à un marché trop petit, vous risquez potentiellement à un moment donné de l'épuiser, de le saturer, surtout s'il y a de la concurrence, et de ne plus pouvoir continuer votre activité. Également, vous devez respecter le commandement du ciblage, qui dit que vous devez pouvoir cibler facilement les personnes que vous adressez. Si les gens que vous adressez sont trop durs à trouver, c'est que c'est probablement pas un bon business à lancer. Puis vient le commandement du contrôle. Votre business doit être sous votre plein contrôle. Un très bon contre-exemple de ça, c'est le business de l'influence. Aujourd'hui, les influenceurs qui ont créé une audience en se vendant comme panneau publicitaire pour des marques, en faisant des placements de produits, des partenariats sponsorisés, ne sont en réalité pas propriétaires de leur business, de leur activité. Ils sont d'abord dépendants de plateformes comme YouTube, Instagram ou encore TikTok, sans lesquelles ils ne peuvent pas exister et sur lesquelles, s'ils se font bannir leur compte, ils n'ont plus d'activité. Être dépendant d'une plateforme sociale pour faire du business, c'est quand même super risqué. Ensuite, ils sont dépendants d'une audience. Ils ont absolument besoin d'être aimés et d'avoir des abonnés, des followers sur leur réseau pour gagner de l'argent. Or, vous n'êtes pas obligé d'en avoir, c'est un plus d'en avoir. Mais si vous êtes dépendant de ça et que vous avez forcément besoin d'être aimé et suivi pour gagner de l'argent, vous risquez de vous retrouver à un moment donné en position de fragilité. Et puis enfin, ils sont dépendants des partenaires, des marques, des sponsors qu'ils ont et qui sont ceux qui ont créé les produits et les services dont ils vont ensuite faire la promotion. Eux n'ont pour la plupart rien créé eux-mêmes et donc n'ont pas décorrélé la dépendance qu'ils ont à des entreprises qui, elles, ont créé de vraies solutions à de vrais problèmes en créant leurs propres solutions à des problèmes que les gens ont. Ensuite vient le commandement du chaos qui dit que votre business doit être antifragile. Ce que ça signifie, c'est qu'il doit pouvoir, au pire, traverser les crises s'il y en a, des crises économiques, des crises politiques, des crises sociales ou des crises sanitaires comme celles que vous connaissez, voire il doit pouvoir capter plus de valeur et faire fructifier plus de capital pendant les périodes de crise au mieux. Je prends l'exemple des plus grandes fortunes de ce monde comme Elon Musk. Ils ont gagné plus d'argent qu'ils n'en avaient jamais gagné auparavant pendant
la période de la crise sanitaire. Enfin, le dernier commandement qui est pour moi, de tous les commandements, le seul que je considérais comme un commandement bonus, qui n'est pas obligatoire à 100%, c'est le commandement de la récurrence. Idéalement, vous aimeriez vendre quelque chose de récurrent, c'est-à-dire que les gens vont racheter automatiquement, de manière récurrente chaque mois, par exemple un abonnement mensuel, ou si au pire vous ne vendez pas quelque chose qui peut être récurrentisé, on va dire, vendez quelque chose qui peut donner lieu à d'autres ventes après, en ayant une valeur à vie par client qui soit la plus élevée possible. Ce qui m'amène au troisième et dernier concept clé, le business binaire. Alors si vous avez regardé ma vidéo dédiée à ce sujet, la méthode la plus simple pour gagner de l'argent sur Internet en 2025, c'est de cet exact même concept dont je parle, c'est le plus important des trois, et je ne vais pas m'attarder dessus ici, je vous inviterai à aller visionner cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. À ce stade, vous savez donc maintenant pourquoi l'entrepreneuriat est le meilleur moyen statistiquement prouvé pour devenir millionnaire quand on part de zéro grâce au leverage, et comment on fait concrètement pour réussir à choisir le meilleur business au travers des trois concepts clés que je viens de vous partager. Maintenant, concrètement, c'est quoi le meilleur business dont je parlais en début de vidéo? Quel est ce fameux business que vous devriez choisir en 2025, en 2026 et potentiellement dans les années à venir? Eh bien, ce meilleur business, c'est qu'il n'y a pas de meilleur business. Et oui, navré, comparativement à la plupart des gourous d'Internet qui vous disent qu'il y a un meilleur business, une meilleure opportunité, une nouvelle tendance meilleure que les autres sur laquelle vous devriez vous jeter maintenant, probablement parce qu'ils aimeraient vous vendre quelque chose autour de ça, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de meilleur business. On est tous différents. On a tous des compétences différentes, des savoirs différents, des intérêts différents, des qualités différentes, des défauts différents aussi. Et toutes ces choses-là sont ce qui compose le pilote dont je parlais précédemment, l'entrepreneur qui est le créateur de l'entreprise. Et comme je l'ai dit, si l'entreprise n'est pas bonne, l'entrepreneur ne l'est probablement pas. Et si l'entrepreneur n'est pas bon, l'entreprise ne le sera probablement pas non plus. Dire qu'il y a donc un seul et unique meilleur business très spécifique qui soit le meilleur pour tous alors qu'on est tous différents, c'est complètement absurde. Cependant, si vous êtes débutant, c'est-à-dire que vous n'avez pas spécialement beaucoup d'argent, de compétences techniques, d'expériences particulières ou encore de réseau, et que vous n'êtes pas trop âgé pour pouvoir réussir à appréhender le digital et Internet en général, il y a un meilleur business modèle. Ce meilleur business model, je l'ai nommé l'e-service, et j'en parle dans la vidéo que je citais précédemment et que vous pourrez retrouver dans les fiches juste au-dessus de celle-ci et que je vous recommande de visionner si vous ne l'avez pas déjà vu. Ce modèle n'est pas nouveau et même si je l'ai nommé ainsi alors que personne ne l'avait fait auparavant, il existe depuis des années et existera pendant des années si ce n'est pas toujours. Et ça a toujours été et ce sera probablement toujours et de loin le meilleur moyen de devenir indépendant financièrement quand on part de zéro et qu'on est débutant. Alors si cette vidéo vous a plu ou que vous voulez en savoir plus sur ce fameux business model dont je vais beaucoup reparler très prochainement sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification.